Je pense que on peut peut-être commencer sur Lola. Oui, je pense que pas tellement la peine. Enfin, si, on peut peut-être rappeler un peu. C'est cette jeune fille qui est morte, qui avait 12 ans, qui a été assassinée, semble-t-il. Parce qu'évidemment, on n'a pas encore les détails de la justice. Il faut faire gaffe dans ces histoires-là, hein, parce que il y a il y a des procès-verbaux qui sont sortis apparemment, les journalistes qui ont eu accès à des procès-verbaux d'audition, mais qui sont parfois contradictoires, parce que la principale suspecte est revenue sur des aspects les plus dégueulasses qui sont sortis. Donc, je fais attention à ce qu'on sait sur ces affaires-là. Et comme toujours, hein, toujours, quand on lit la presse, eh bien, il faut lire. En fait, on lit des choses de la part de personnes qui essaient de nous divertir dans tous les sens du terme. Et donc, c'est pas le travail des juges, c'est pas le travail des policiers auquel on a accès directement. Bref, mais ça Mais a tu quand même parles soulevé de, tu parles je parle, de choses que la suspecte a mais oui, racontées, sur lesquelles elle est oui, revenue, oui, ou oui, des rumeurs? oui, oui, oui. Il y a des aspects, j'ai pas tellement envie de les nommer, mais enfin des aspects les Ouais. plus horribles, des détails les plus. Je parle pas du meurtre, mais je parle de détails à côté qui rendent le meurtre, l'histoire insoutenable. Ouais. Et apparemment, elle a fait une première déposition, puis elle serait revenue sur ses propos, sur les détails, les petites choses. Ça change rien là, au destin de cette pauvre enfant. Mais, mais voilà, il y a eu beaucoup de brouillard autour de toute cette affaire. Mais sur le fond, ça a provoqué, indépendamment des détails, je pense que ça a provoqué, en tout cas dans mon entourage, je l'ai vu, hein, de la part de personnes que je ne pensais pas être sensibles à ce genre de choses, en tout cas anesthésiées, je pensais qu'elles étaient anesthésiées, qu'elles seraient sensibles au discours du gouvernement et des grands médias qui a été de se défendre, de transformer un fait divers en cause, en grande cause. Donc j'ai vu autour de moi des gens qui ont vraiment pris de mort aux dents sur ces affaires-là, sur Twitter par exemple, des libéraux classiques qui sont devenus, qui ont vraiment basculé sur cette affaire-là en prenant une position très anti-immigration. Euh, donc il y a vraiment quelque chose je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors évidemment, il y a eu des vagues ensuite différentes d'opinions, parce que finalement cette cause qui paraissait dans les premières heures très très émouvante pour tout le monde et qui aurait pu provoquer des grandes manifestations. Je pense que ça aurait pu faire des manifestations à la Charlie Hebdo, enfin, ce genre-là. Eh bien en fait, ce premier élan a été cassé par un discours très habile au Parlement. Par exemple, j'ai vu l'intervention de Dupond-Moretti Mhm. qui a crié à l'instrumentalisation. Alors évidemment, on a beaucoup vu ensuite une critique de cette accusation, enfin une réfutation de cette accusation, en renvoyant l'autre partie, en tout cas la gauche, à ses propres instrumentalisations dans le passé, que ce soit l'affaire de cet enfant dont la photo a beaucoup circulé, qui était mort noyé sur des En plages Turquie? en Ouais. Méditerranée, en Turquie ou en Grèce, je sais pas exactement sur quelle île c'était, en tout cas au large de la Turquie. Ouais. Bon, en tout cas, cette accusation de manipulation a très bien fonctionné, au point que le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, les députés du Rassemblement National ont refusé d'aller à la manifestation qui avait lieu à Denfert-Rochereau jeudi soir. C'est celle où était Zemmour, c'est ça, ou... Je pense, oui, Ouais. Ok. je crois que c'était Parce celle-là. que, ouais, donc en fait, tu dirais que les gens enfin, c'est une question religieuse, c'est-à-dire, je suppose que la suspecte était musulmane, ou alors c'est plus l'immigration parce que cette femme était supposée
avoir été expulsé un mois auparavant et que en fait la justice, enfin, Elle aurait dû elle aurait dû ouais, quitter le territoire ouais. Donc volontairement. c'est cette Le deuxième question-là. garde des Sceaux. Ouais, c'est cette question. Donc c'est pas seulement parce qu'en fait moi, j'ai un peu du mal à comprendre la réaction des gens. Enfin pourquoi elle est si forte. Est-ce Mais que parce que ça finalement aurait pu être notre petite sœur. oui non C'est ça qui est, il on y a est une d'accord identification. Oui. mais par rapport à ils sont plutôt furax que parmi les immigrés il y ait des gens qui soient détraqués comme cette dame ou alors euh, ouais, quel problème ils voient. Comment tu l'interprètes Euh, je crois que c'est d'abord ce qui scandalise le plus, c'est le fait que cette suspecte n'aurait pas dû être en France. Et donc c'est une situation, c'est un cas il y a un terme pour ça, mais il m'échappe. C'est un cas école, enfin si tu veux, c'est Mhm. un type de plein d'autres situations. J'ai entendu dire qu'il y avait 700 000 personnes avec des obligations de quitter le territoire en France, ou alors des immigrés illégaux. Non, je crois que c'est même avec des OQTF, obligations de quitter le territoire français, qui étaient toujours là en France. Parce que Euh, ces cas, je veux dire, il y en a eu énormément enfin que ce soit tous ah oui, être on immigré peut rappeler les illégal, colonels Bertrand, on peut rappeler la quantité de meurtres. Alors, est-ce que le colonel Bertram a été tué par un homme qui était clandestin? Enfin, peu importe. Là, je pense qu'on établit enfin en tout cas moi, des- j'écoute souvent Paul Joseph Watson et j'ai l'impression que c'est tout le temps en fait que des immigrés illégaux, euh, enfin sont dans des situations pareilles. Alors parfois, enfin je sais plus quelle était la personne de l'attentat de Nice. Alors il y a eu certainement beaucoup plus d'enfants qui ont été tués là, dans des circonstances horribles, mais pas aussi horribles que celle-là. Et puis surtout, à chaque fois, dans ces autres, c'était vraiment des attentats avec une dimension religieuse que là, il n'y a pas. Moi, j'ai réussi, enfin, j'ai réussi à retrouver. Je suis pas sûr que ça soit original, mais il y a des gens qui pointent vers un compte TikTok qui soi-disant appartient à cette Ouais, je l'ai femme. vu. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais en regardant, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, cette femme ne paraît absolument pas religieuse d'une part, et puis surtout elle ressemble à des millions d'autres en fait. C'était incroyablement banal et puis surtout, alors elle utilise beaucoup de filtres. C'est pas évident de savoir à quoi elle ressemblait vraiment. Et le maquillage, elle est très Ouais, maquillée aussi. maquillage et tout ça. Et la seule chose qu'on aurait pu percevoir, enfin que j'ai eu l'impression de percevoir, c'était que elle était, elle paraissait pas très très bien. Enfin, c'est-à-dire que de mon point de vue, tous les gens qui comme ça se mettent devant la caméra pour danser ou pour faire des choses comme ça me paraissent pas tout à fait sains en fait. Et donc, mais c'est très difficile d'en juger parce qu'il y en a des millions. Et donc, est-ce que les millions seraient capables de faire la même chose? Est-ce que cette femme prenait je sais pas, des médicaments, des antidépresseurs, des choses Ah, comme ça c'est ça. toujours la question. Et La on t'a question, le entendu nombre parler de de quelque meurtres. chose Non, là-dessus j'ai rien non. entendu parler. J'ai rien entendu. Ben non, je te dis les détails qu'on a. Déjà, je me méfie de ce qu'on Ouais. entend. Et puis, enfin, euh, mais pour revenir au déroulé de l'émotion pendant cette semaine-là, euh, il y a eu une première vague, une grande volonté d'afficher son soutien, qui a été très vite cassée par des déclarations du gouvernement, des chantages à la récupération. Ensuite, un trouble surtout il y a eu une utilisation des propos de la famille, des parents, sur lesquels on a raconté n'importe quoi, Ah oui, semble-t-il. c'est ça, se Ils ont dit, disant, ils voulaient ils ont dit non, non, pas. Ouais. ils veulent pas de manifestation. Et puis en réalité, ils disaient si, on veut bien une manifestation, mais nous on viendra pas parce que vous comprenez, Oui. forcément, hein, ils étaient effondrés, donc ils n'étaient pas en mesure de faire ça. Puis donc déjà ce trouble-là bien calculé, qui forcément
rend la décision des gens qui ont de la sympathie pour cette famille et cet enfant, la pitié pour cet enfant et de la sympathie pour cette famille, rend leur décision d'afficher leur soutien plus fragile. Puis ensuite, le coup incompréhensible de Jordan Bardella qui qui annonce qu'il va venir à la manifestation, puis annule son arrivée pour apparemment des querelles invraisemblables de petitesse avec des partisans de Zemmour qui avaient un peu lancé, apparemment ils avaient réservé des noms de domaine, manif pour Lola ou choses comme ça. Enfin, voilà, c'était des hémorroïstes qui avaient pris ça, et je crois que le Rassemblement national a trouvé que c'était intolérable et que ça justifiait l'annulation de leur venue. Cela dit, on peut comprendre en théorie que les députés préfèrent ne pas descendre dans la rue comme ça parce qu'ils veulent garder une espèce de hauteur, ou en tout cas respecter l'institution qu'ils représentent. Des députés qui manifestent, moi j'ai jamais compris ça. Ils sont élus, qui manifestent leur boulot, c'est dans l'hémicycle, dans les couloirs du pouvoir, dans les institutions, pas dans la rue. Alors, effectivement, je comprends ça, mais bon, ils ont même pas fait un hommage particulier. En tout cas, j'en ai pas entendu parler à l'Assemblée. Et donc le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu une manif à la Charlie Hebdo, quoi. Qui aurait pu avoir, en tout cas dans les premiers moments, il y aurait pu avoir une manif ce week-end, par exemple, une manif de 100, 200, 300 000 personnes. C'était un peu court peut-être pour l'organiser, mais c'était en tout cas l'émotion était du même ordre. Ouais. Mais comme ça touchait une enfant qui n'était pas liée à des réseaux d'influence, comme les journalistes de Charlie Hebdo, je ne vais pas les comparer, évidemment. Ouais. Mais, c'est pas une attaque contre la liberté de la presse, par exemple, ce meurtre de Lola. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu une castration en cours de semaine qui finalement fera de ce fait divers qui aurait pu être la goutte qui faisait déborder le vase et qui aurait pu conduire à un fort message, un grand cri de très nombreux citoyens français. Eh bien finalement un murmure de mécontentement qui est retombé, ne donnera rien, n'entraînera aucune conséquence. Et tu dirais Mais que... bon, je voudrais terminer sur l'indignité absolue de Macron pendant les premiers jours, en tout cas. Vraiment, et de Darmanin aussi, qui n'ont pas saisi ce qui était en train de se passer. Ils ont pris ça pour un fait divers comme un autre. Et ils ont, tu vois, par exemple, c'est tombé en même temps que le 61e anniversaire des manifestations violentes qui sont soldées par la mort de manifestants indépendantistes algériens en 61. Je crois que c'était au métro Charonne, que Macron a commémoré ce jour-là très maladroitement, et sans avoir de mots particuliers pour Lola. Alors, je suis pas sûr de la chronologie des faits, mais je crois que il a fait ça après l'annonce du meurtre. Et puis ensuite, fanfaronnant, ou en tout cas se livrant à des annonces sur une récompense d'un footballeur indigne, dont je ne veux même pas citer le nom, parce que ce type est une ordure, il n'y a aucune place dans une équipe nationale, à cause de ce qu'il a pu faire à ses propres coéquipiers dans le passé, sans honneur. Et Macron a été en dessous de tout. Alors ensuite, il a reçu la famille. On peut se analyser, on peut souligner ce geste. Il s'est rattrapé ensuite. Darmanin était présent cet après-midi à la messe, qui a eu lieu à Lillers, dans le Pas-de-Calais, dans la ville d'où était originaire la famille de Lola.
Mais voilà, dans les premiers temps, ça a été le gouvernement a été indigne, quoi. Hein. Je répète, l'intervention du pour Moretti, c'était odieux, odieux. C'est moi, je pense que si j'avais été à la place du gouvernement, j'aurais pas su saisir la balle. Enfin, je l'aurais pas vu venir. De la même manière qu'encore aujourd'hui, je suis très triste, mais de là à manifester comme ça, enfin, surtout en fait après avoir vu ce compte TikTok, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté isolé. Enfin, je sais pas. Tu penses que il y aurait une rédaction? Moi, je pense que c'est ça. Certains détails qui ont été donnés par la suspecte lors de sa première déposition sont authentiques, c'est un meurtre rituel, satanique. Alors, je vais le dire, elle a déclaré avoir bu le sang de l'enfant. Ah oui, ok. Elle s'est rétractée ensuite, mais enfin elle l'a dit. Ouais. Alors, si elle l'a peut-être pas fait, libre à elle, on peut se rétracter sur une déclaration, alors, c'est tout à fait admis. Mais bon, elle l'a apparemment dit, c'est satanique. Donc c'est une dame qui était dans un état second. Apparemment la folie n'a pas été, enfin la perte de, comment est-ce qu'on dit, la folie quoi, n'a pas été retenue dans les premiers temps là, par le parquet. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. La criminelle, hein, enfin la suspecte, pardon. Oui, moi ce qui m'a étonné à nouveau, ce sont des récits, mais sur, je crois, la présence d'esprit avec laquelle, lorsqu'elle était avec cette connaissance dans le café du coin et que elle lui expliquait qu'il y avait quelque chose de très intéressant pour lui dans les valises, qu'il a ouvert les valises, qu'il a senti de la chair et qu'il a dit mais c'est un cadavre. Et elle a dit non pas du tout, ce sont des reins. Je fais la présence d'esprit est satanique à nouveau de pouvoir comme ça. C'est vrai qu'elle est. Oui, donc tu vois, c'est des détails qui. Pour revenir sur le point que tu soulevais tout à l'heure, est-ce que c'est religieux? Bah oui, ça l'est. Enfin, l'acte est religieux. Alors, il est de quelle religion? J'en sais rien, mais il est ignoble. Il est. Mais si ça avait été un attentat. Quand je dis satanique, je suis pas en train de faire. C'est pas l'exorciste. C'est pour que les choses soient claires. Quand je dis satanique, c'est un archétype. Tu vois, c'est vraiment le mal le plus profond, le plus radical. Peu importe, je suis pas en train de prétendre qu'elle a été possédée ou qu'elle a été possédée par un démon. Ça existe, hein, mais enfin, moi je pense que ça existe, mais je ne parle pas à ce niveau-là. Donc il y a du religieux derrière. Oui, certainement. Voilà, et tu penses qu'il y aurait eu ce même genre de réaction nationale si ça avait été plus clairement un acte terroriste religieux, enfin musulman contre une. Ça a déjà eu lieu. J'en sais rien. Non, parce qu'en fait, il y a un peu un côté esprit des foules aussi, hein, qui pour moi, je me souviens très bien du premier jour de la manifestation des Gilets jaunes. C'était pareil, j'étais pas du tout prêt à croire que ça allait être quelque chose qui allait durer. Je trouve que c'est extrêmement difficile de prévoir tout ça. Et donc, moi, j'ai ressenti un peu la même chose. C'était absolument horrible, mais de là à ce que tout à coup les gens se soulèvent, j'ai été très surpris de voir quelqu'un qui passait avec un micro dans la rue devant cet appartement et qui interrogeait une dame qui disait clairement que cette femme, la suspecte, devrait être mise à mort, peine de mort. Et c'est très très rare qu'on entende ça en France. Et là, effectivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau. Enfin, c'est très rare qu'on l'entende dit dans les médias, parce que les gens le disent en privé, c'est une chose, qu'ils le disent au micro d'un média, c'est rarissime. Oui, et d'ailleurs, c'était un média alternatif, je tiens à préciser. Ah oui, ouais. Enfin, même quand on enregistre ta voix, que tu fais une déclaration, tu réfléchis. Enfin, tu te demandes toujours il y a toujours un jeu de miroir, quoi. Tu demandes ce que les gens vont penser de ce que tu es en train de dire.
Mais bon, voilà, il y a ça a donné lieu à un ras-le-bol du laxisme judiciaire, c'est-à-dire aussi simple que l'application de condamnation de justice, obligation de QTF, obligation de quitter le territoire. Je rappelle que le Premier ministre, Elisabeth Borne, est rentrée d'un voyage à Alger il y a la semaine dernière, ou 10 jours, il y a 15 jours, enfin 10 ou 15 jours avant l'événement, Ouais. où elle a négocié là-bas des accords. Alors, j'ai pas lu les détails, mais j'entendais qu'elle avait négocié avec le gouvernement algérien des visas, enfin des procédures pour obtenir, pour permettre la circulation, probablement plus libre entre la France et l'Algérie. Mais en général, ce genre de choses, ça se négocie en retour d'un laissez-passer consulaire. Je crois que c'est le terme qu'on utilise lorsque tu veux renvoyer quelqu'un dans son pays de force, il faut un laissez-passer consulaire. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que délivreraient les consulats algériens pour forcer le retour de nationaux algériens qui seraient renvoyés dans leur pays par la France. Mais je pense que c'est surtout sur ce point-là que donc je connais évidemment pas le fond des accords entre Borne et son homologue algérien, mais il y a derrière ça. En fait, c'est la difficulté. Je me souviens de la campagne Zemmour. Dans sa campagne, avait abordé cette question de façon très simple, parce qu'en fait, le problème du renvoi des illégaux, c'est que ils ne sont pas acceptés par le pays d'où ils viennent. Il n'y a pas de les reprendre de force. Tu vois. L'avion qui a atterri à Bamako, et on sort le mec de force, il y a personne du gouvernement malien pour prendre le mec et le faire sortir de l'avion, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Et Zemmour disait, en fait, il y a la façon de procéder avec ça, c'est de conditionner des aides. En fait, tu fais des conditions tu négocies avec les États dont sont originaires ces personnes qui n'ont pas de titre de séjour régulier en France. Mais ça, c'est quelque chose qui est impensable. Je lisais encore, j'entendais une décision à la commission. Je crois que c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale où le LR, je crois, le Rassemblement national avait voulu faire voter un amendement pour obliger les consulats français à enquêter sur les bénéficiaires de prestations sociales type retraite, etc., dans le pays où est ce consulat, pour s'assurer que les personnes sont toujours en vie. Et ça a été refusé par les Républicains. C'est les Républicains qui faisaient voter ça. Oui. C'est les Républicains et le RN. Et ça a été refusé par la majorité, donc les Macron et ses alliés, enfin les macronistes et leurs alliés. Donc, si ce genre d'enquête, qui n'est même pas suivie de fait forcément, et ne passe pas à la commission des finances à l'Assemblée, combien sera plus difficile la négociation d'accords d'une augmentation des laissez-passer consulaires pour renvoyer des illégaux. Et ça, ce sera peut-être un résultat de l'émotion, de la prise de conscience politique prise suite à la mort de Lola. Mais je pense que... tout ça, ça marcherait. Ça marcherait à partir du moment où il y aurait des référendums en France, des choses comme ça, qu'on ferait participer le public sur des questions plus précises que les élections présidentielles, etc. Peut-être un référendum, mais c'est pas la pratique du référendum en France, hein. N'oublie pas 2005. N'oublie pas 2005. Je crois que le référendum, oui, les électeurs s'en empareraient, mais on dit toujours qu'en France, les électeurs utilisent le référendum pour répondre. C'est pas la Suisse, où il y a une pratique citoyenne bien ancrée de l'usage du référendum. En France, le référendum, il a un héritage bonapartiste, c'est-à-dire c'est un plébiscite. Et d'ailleurs, le gouvernement le prend comme tel.
et les électeurs l'utilisent comme tel aussi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour répondre, pour dire oui, merde pardon, mais Ouais. à celui qui a posé la question. Et Non, mais je conçois effectivement que les Français ne paraissent pas avoir cette maturité sur ces référendums qui ont déjà été faits. Alors il y en a très très peu. Et je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait cette réaction différente des Français au référendum par rapport aux Suisses. Que les Suisses étaient beaucoup plus consciencieux, moins partisans quand ils arrivaient sur un référendum, moins, et également, comme tu disais, moins agacés par la classe politique, parce que c'est vrai que la classe politique en Suisse est aussi un peu moins visible, c'est moins centralisé. Mais j'aimerais croire que si on multipliait les référendums en France, les gens sans doute cesseraient de simplement dire oui ou merde et commenceraient vraiment à réfléchir à la question et à le faire plus intelligemment. Parce que il me semble que le fond intellectuel de la France et de la Suisse, en principe, devrait être proche. Mais bon, enfin, ce sont mes rêves.